Bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne qui se nomme Veritas Gallica, Vérité française. Une chaîne qui parlera des sujets brûlants de l'actualité, mais sous un regard catholique et français, sans langue de bois et sans compromis. Pour cette première vidéo, j'ai pas choisi le sujet le plus à même de me faire rester durablement sur YouTube, mais c'est en même temps un sujet qui m'a décidé à faire cette démarche. Il s'agit de parler du film Citizen Vigilante. Je vais dans cette vidéo déjà parler du film en lui-même, mais surtout tenter de donner mon simple avis, qui n'engage que moi, concernant ce que le film dit de notre société, le message principal qu'il véhicule et la conséquence qu'il pourrait avoir ou pas. Commençons déjà par présenter brièvement le film. Pour faire simple, Citizen Vigilante est un film produit dans différents pays. D'ailleurs, on ne parvient pas toujours à situer exactement où tout se déroule dans le film. Tous les personnages parlent en anglais, mais parfois les dialogues ne sont pas traduits et ressemblent plutôt à une langue slave. Bref, un film multinational qui est produit par Uwe Boll, notamment connu pour son adaptation du jeu Alone in the Dark. Nous ne sommes pas sur une chaîne cinéphile, je vais donc limiter grandement l'analyse purement artistique du film, en insistant cependant sur quelques points. Le premier est sur la qualité de la production. Le film fait assez amateur sur certaines parties. Ne vous attendez pas à une post-production très poussée. Certains effets spéciaux sont datés, l'enchaînement des séquences est parfois un petit peu brouillonne. Un point fondamental sur lequel j'insiste, il y a dans le film une partie à environ 30 minutes avec une scène quasi pornographique que le spectateur catholique ne peut visionner. La scène n'apporte rien à l'histoire, zappez-la et vous ne perdrez rien au scénario. Je n'ai pas visionné la scène et pourtant j'ai pu suivre le reste du film. Il est malheureusement aujourd'hui très rare de ne pas avoir ce genre de scène dans les vidéos et les séries actuelles. Concentrons-nous maintenant sur l'histoire en elle-même. Dans ce film, le personnage principal nommé Sanders, un ancien soldat américain, constate l'état de laxisme judiciaire en Europe et décide de faire justice aux victimes en traquant et en supprimant les criminels, tout en traquant également les juges laxistes qui permettent à ces mêmes criminels de vaquer sans problème à leur intégration plus ou moins joyeuse dans la société. C'est là grosso modo le cœur du film. Ce personnage est vu globalement par la population comme un héros qui vient rendre la justice quand la justice officielle se corrompt dans un laxisme judiciaire sans précédent. L'antagoniste est incarné ici par un chef d'Interpol qui est censé représenter l'ordre. Il est celui qui croit encore à l'état de droit et à la justice institutionnelle, même s'il constate ses défaillances majeures. Il préfère cette justice défaillante au chaos que représente Sanders. Un film qui génère des réactions vives. Vous vous en doutez, le film a reçu un accueil des plus marqués. Il est interdit en Allemagne en raison, je cite, de son extrême violence et de son message anti-migrant. Le film est violent, certes, parfois de manière exagérée et ridicule, mais comme beaucoup d'autres films qui n'ont pourtant jamais fait l'objet d'une interdiction, à ma connaissance. Par contre, il serait anti-migrant, et ça, c'est intéressant. J'y reviendrai plus en détail dans l'analyse qui suivra, mais je trouve l'expression anti-migrant assez fascinante, quoiqu'ils auraient pu faire preuve d'un petit peu d'originalité avec, je ne sais pas moi, migrantphobe par exemple. Parce qu'en définitive, on ne va pas tourner autour du pot, le film est centré sur la criminalité qui est le fait des migrants et peut-être même des descendants d'immigrés. Le film commence d'ailleurs directement avec l'assassinat au couteau d'une mère de famille blanche par un migrant probablement subsaharien. Sanders s'attaque donc exclusivement aux criminels qui bénéficient grandement des faveurs d'une justice laxiste et non pas aux migrants de manière générale, mais c'est donc suffisant pour en faire un film anti-migrant. Certains y verraient un amalgame digne des heures les plus sombres de notre univers, mais je laisse cela à plus malin que moi. Pourquoi ce film résonne avec notre société ? Le sujet du film, c'est le laxisme judiciaire, les pleurs des victimes inconsolées qui savent pertinemment que leurs agresseurs s'en tireront avec une peine ridicule, voire pas de peine du tout. À l'heure où les révélations des, je cite, dysfonctionnements judiciaires explosent sur l'affaire atroce de la jeune Liana, le traitement du laxisme judiciaire apparaît comme absolument essentiel pour beaucoup de Français. Nous sommes nombreux à constater ce laxisme total. Combien d'affaires sordides entendons-nous au sujet de criminels au QTF avec plus de récidives que de points de QI, qui commettent des actes horribles avec à la clé des conséquences absolument ridicules. La confiance du peuple français envers sa justice s'étiole de manière dangereuse. Les juges et les magistrats, gavés d'idéologies stupides et suicidaires, adeptes du corporatisme et de l'absence totale de prise de responsabilité, apparaissent à la population comme des gens en qui nous ne pouvons pas avoir confiance. Petit à petit, beaucoup se mettent à se dire « Pourquoi ne pas faire justice nous-mêmes ?» Rappelez-vous de ce que disait ce père de famille à Gérald Darmanin. Demain, je vous le dis, ça arrive à ma fille, je le traque et je vous traque. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
je mets les moyens financiers, je traque, je règle le problème moi-même. Vous avez la trouille au plus haut sommet de l'État de faire un référendum concernant la peine de mort. Ces gens-là, on ne touche pas aux enfants. C'est cette porte que le film ouvre, et en fait il ne l'ouvre pas, il la fracasse totalement et en montre toute la logique. Se faire justice soi-même. Imaginez que vous êtes un honnête père de famille, vous travaillez, vous payez vos impôts pour financer des programmes TV qui vous crachent au visage en permanence, des services publics qui ne vous sont pas destinés mais vont au bénéfice de personnes qui vous détestent au moins autant que le service audiovisuel public, et j'en passe. Un jour, votre fille vous appelle, épeurée, la voix saccadée, les sanglots plus perceptibles que les mots eux-mêmes. Elle vous annonce qu'elle vient d'être agressée dans son intimité par un homme. Vous êtes un homme honnête, vous avez encore confiance dans la justice. Vous décidez donc d'accompagner votre fille pour porter plainte. La police vous reçoit, elle fait son enquête et identifie l'homme qui leur a rendu la tâche facile car il a agressé plusieurs femmes le même jour. Vous entamez alors des procédures judiciaires, des mois, sinon des années de procédures coûteuses financièrement et psychologiquement. Des mois et des mois au cours desquels votre fille va devoir raconter son calvaire à des experts qui tenteront de déceler toute trace de mensonge. Vous apprendrez que l'agresseur est un Algérien au QTF, au casier bien rempli. Du tout cuit, vous dites-vous. Puis, on va enquêter sur vous. Vous vous dites que c'est normal, c'est la procédure. Le père vote peut-être RN, et les catholiques pratiquants, aïe. Est-ce que la fille ne serait pas un petit peu raciste? Autant de leviers que les avocats de l'agresseur actionneront avec une facilité déconcertante. Ils en ont l'habitude. L'accusation de racisme est la pire chose possible, peut-être même pire qu'une agression, allez savoir. Le verdict tombe, l'agresseur prendra 2 ans de prison, avec sursis. Il fêtera ce soir sa 10e condamnation. L'avocat sort les bougies et le champagne sans alcool. Le juge a estimé que l'agresseur n'avait pas les codes. Il était juste amoureux et maladroit. Il ne recommencera pas. D'ailleurs, il s'y engage. Il dira pardon en français, apprendra la Marseillaise et fera tout pour devenir un vrai Français, comme vous et moi, certitude garantie. Vous rentrez chez vous, abasourdi, et votre fille est traumatisée à vie car elle sait qu'elle ne sera pas défendue par la justice qui est censée la protéger. Des semaines se passent et votre fille rentre chez vous en hâte, le cœur haletant, le corps tremblant de toutes parts. Elle vous annonce qu'elle vient de croiser son agresseur. Comment est-ce possible? Vous appelez le commissariat, que s'est-il passé? Il était censé y avoir une procédure d'éloignement. On vous informe que personne n'a le temps de vérifier si la procédure est appliquée. L'agresseur n'a peut-être nulle part d'autre où vivre. Il vaut mieux juste éviter de le croiser si possible, et faire avec. Comment, à ce moment-là, ne pas au moins se dire furtivement en son fort intérieur « Et si je l'avais simplement supprimé ?» Je sais qu'il est là, à quelques centaines de mètres seulement de mes enfants. Je sais qu'il recommencera, ils le font toujours. Il fera pire, il se sait impuni. Sauf que vous savez que si vous faites ce que vous pensez, ce n'est pas 2 ans de sursis que vous allez prendre, mais la peine maximale. Vous ne serez pas exécuté physiquement, mais socialement. Vous serez accusé d'une agression raciste, d'un désir de vengeance post-coloniale et autres absurdités censées vous faire passer pour un loup féroce et l'agresseur de votre fille pour un agneau inoffensif. La population, elle, saura. Et elle vous soutiendra, car il y a pensé elle aussi. Elle a pensé à se faire justice. Mais vous ne verrez pas grandir vos enfants. Vous ne serez plus là pour les protéger, et vous savez que ni la police ni la justice non plus. Et puis on va pas se mentir, d'ici quelques années ou quelques mois, qui se souviendra de vous? Revenons au film, car c'est justement là qu'intervient Sanders. Sanders n'agit pas pour lui-même, il le dira dans plusieurs vidéos qu'il diffuse pour faire connaître son action. Il le fait pour les victimes et les familles des victimes, pour rendre justice. Une phrase qu'il dira beaucoup dans le film, c'est « Je le fais moi-même en attendant que vous le fassiez vous-même ». Il décide de prendre la première salve de réaction d'un système judiciaire qui fera tout pour supprimer toute volonté de s'en remettre à une autre justice que la sienne. La répression sera sévère. Il faut faire passer le message. Sanders doit être éliminé à tout prix. La justice, habituellement si compréhensive et si molle, déplora alors un effort militaire considérable pour faire taire définitivement cette étincelle de révolte vengeresse. À cet instant du film, Sanders est dans l'obligation de supprimer ceux qui sont venus arrêter son élan solitaire, ceux qui représentent l'ordre, des agents du SWAT plus précisément. Et c'est ici le point culminant de la logique de la justice solitaire. La fin justifie les moyens. La fin, c'est la justice. Les moyens, c'est tout ce qui permettra qu'elle soit faite. Alors devient justifiable la suppression des agents du SWAT, les victimes collatérales, les agresseurs mais aussi leurs familles. Tout doit y passer.
Car prendre cette route, c'est assumer seul le poids de la justice tout entière, c'est aussi en assumer les conséquences, accepter de se faire arrêter ou pire, ou bien refuser et continuer son action, peu importe si cela signifie devoir porter les armes contre des innocents. C'est ce qui montre à mon avis la part sombre derrière le masque de justicier, celui qui n'obéit à aucune morale. D'ailleurs, Sanders le dit lui-même, citant Nietzsche et dénonçant les, je cite, fausses religions qui imposent leur morale et qui brident l'homme. Il évoque le yin et le yang, l'équilibre nécessaire, équilibre qu'il vient rétablir par son action. Ce qui fait de Sanders quelqu'un qui n'agit pas par élan moral, mais par instinct. Comment lui en vouloir totalement, tant la moraline a remplacé la morale et l'on entend en boucle des pseudo-valeurs chrétiennes devenues folles. Pourtant, supprimer la morale, c'est supprimer une partie de son être et sombrer dans le pur instinct et dans la loi du plus fort. Je crois personnellement à l'importance de la morale et du fait d'agir en homme catholique avant tout. Bien sûr, nos instincts nous disent tous que la situation est insupportable, que les méchants doivent payer pour ce qu'ils font et que la justice est complice et donc incapable de résoudre le problème. Mais pourtant, je pense qu'un homme sans morale ne vaut guère mieux que tout cet appareil judiciaire idéologisé. Sa vengeance est aveugle et sa justice est impitoyable. Cela ne veut pas dire que nous devions nous en remettre totalement à cette justice complice du mal qui ronge notre société. Je suis pour l'autodéfense et la défense directe des plus faibles comme les jeunes femmes agressées quotidiennement. Je suis pour la réaction face à l'inaction quand on assiste à une agression. Mais je suis aussi conscient que je pourrais payer le prix fort si j'interviens auprès d'une femme agressée, et je ne voudrais pas retourner ma vengeance contre des innocents pour arriver à mes fins. Je suis pour le port d'armes d'autodéfense, telles que les bombes lacrymogènes et non pas pour des sifflets ridicules, censés faire fuir un agresseur. Je suis pour que tout citoyen, et en particulier les femmes, puissent disposer des moyens de se défendre contre toute attaque physique sans avoir à être exposé à des poursuites judiciaires d'une malhonnêteté ahurissante. Je suis pour une refonte absolument complète et totale de notre système judiciaire, pour la mise en prison des juges et des magistrats complices du laxisme judiciaire, pour le rétablissement de la peine de suppression et plein d'autres choses encore. Mais la vengeance, je la laisse à Dieu. Je prie pour mes ennemis, car c'est ce que le Christ attend de moi. Ce qui ne doit pas empêcher d'attendre que les moyens soient mis en place pour permettre d'éviter à mon ennemi de nuire à qui que ce soit. Le problème culturel. Et on en arrive au point culminant du film. Cette scène qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Sanders parvient à retrouver un des agresseurs S d'une jeune fille de 15 ans. Cet agresseur, fils d'immigrés, vit tranquillement auprès de sa famille. Il est libre car un juge a préféré favoriser son intégration, mise à mal par la société qui ne lui a pas donné sa chance. Sanders réunit l'agresseur et sa famille, à savoir son père, sa mère et sa sœur, pour une petite discussion. Le père de famille prend directement la défense de son fils en évoquant le droit. C'est après tout la justice du pays qui a rendu son verdict. Il se cache derrière la loi car il sait que la loi a protégé son fils. Un ressort qui n'atteint pas Sanders qui ne répond pas par cette loi. Sanders interpelle la sœur de l'agresseur car elle a légitimé l'agression sur les réseaux sociaux. Selon elle, la victime méritait de se faire agresser. Elle portait des vêtements qui excitent volontairement les hommes. Il est donc normal qu'elle en subisse les conséquences. Le père renchérit, prônant les valeurs de l'islam. Sanders décide donc de supprimer également la famille de l'agresseur en plus des complices. Cette scène illustre un élément fondamental de la pensée de Sanders. Il constate que les racines de l'agression sont également culturelles, dans la manière avec laquelle l'agresseur perçoit la victime. Pour lui, elle n'est pas son égale. Elle est une fille facile car non musulmane et en plus habillée trop légèrement. Il a grandi dans une culture et une religion qui ne lui apprennent pas à réfréner ses pulsions, mais elle est considérée comme légitime pour toute personne ne faisant pas partie de son cercle communautaire. C'est sous des traits scénarisés des éléments qu'on retrouve derrière l'excuse qui consiste à dire « ils n'ont pas les codes », qu'il faut traduire par « ils ne savent pas qu'une femme n'est pas un objet de satisfaction de ses pulsions les plus primaires ». Sanders identifie la racine du mal, l'environnement culturel, qu'il décide de déraciner. Au-delà de l'aspect graphique et de la décision radicale de Sanders, cela pose la question de l'importance de la culture et de la religion et de l'incompatibilité fondamentale qu'il peut y avoir d'un environnement culturel et religieux à l'autre. Quand vous faites venir sur votre territoire des millions de personnes ayant une culture diamétralement opposée à la vôtre sur des points cruciaux, il est logique qu'il en découle des drames qui sont des drames culturels. Quand vous faites grossir une religion qui pose la frontière radicale entre la Oumma, communauté des croyants, et les autres qu'elle considère comme des animaux, alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait certains éléments fondamentalistes de cette religion qui décident d'appliquer la logique jusqu'au bout, en considérant les non-musulmans comme des morceaux de viande impurs. Si l'on écarte systématiquement de l'analyse ces composantes culturelles et religieuses, alors nous ne pourrons pas traiter le problème à la racine.
Si vous postulez qu'aucune religion n'a de droit supérieur à une autre, alors vous ne pouvez pas vous opposer à la création de toujours plus de mosquées, car à la fin, c'est la loi du nombre qui l'emporte, et la démocratie gagne toujours. L'absence de prise en compte du facteur religieux dans toute analyse des sociétés actuelles est un point très important que j'aurai l'occasion d'évoquer dans plusieurs vidéos. Je me contente de dire ici que tout est religieux, comme le disait René Girard. Conclusion. Lorsque le pacte social se brise sur le rivage d'une idéologie suicidaire, alimentée par l'incompétence, la lâcheté et le laxisme, le citoyen se trouve de plus en plus tenté par se faire justice lui-même ou que quelqu'un fasse la véritable justice, comme Sanders ou comme Vincent Gite dans les romans d'Oberton. Cette tentation peut mener à tous les excès. Justice sera servie peut-être, mais à quel prix? D'ailleurs, qui serait vraiment prêt à en payer le prix, au-delà des mots et des sentiments de révolte légitimes? C'est cette tentation qu'explore le film. Deux hypothèses s'affrontent alors. Soit le film poussera les gens dans leur révolte et peut-être même à passer à l'acte, soit il sera la catharsis qui permettra justement aux plus révoltés de ne pas le faire. Personnellement, je n'ai pas d'idée ferme sur la question. Je ne puis que remarquer que plus la confiance en la justice s'étiole, plus la tentation devient importante. Et à la réaction répondra la contre-réaction d'un système qui ne se laissera pas remplacer, contrairement à sa population, et pour rester en place, ce système sera impitoyable. Seconde contre-réaction, celle des agresseurs galvanisés par une position de colon qui leur apparaîtra comme de plus en plus légitime. À celui qui fantasme de la lutte du justicier vengeur contre le mal, je dois mettre en garde que cette voie pourra mener sa propre âme en enfer, cet enfer qu'il souhaite pourtant éviter à tout prix ici-bas. Une justice digne de ce nom doit se faire sans haine. Les croisés n'avaient pas besoin de haïr qui que ce soit pour combattre, et Saint Louis ne se servait pas des tactiques perfides de ses ennemis pour remporter des batailles. Pourtant, ce système judiciaire perfide doit tomber, et ses racines doivent être arrachées. Ignorer cette colère grandissante chez la population et la reléguer à de la démagogie ou à des pulsions d'extrême droite est une erreur que le système et le pays tout entier risquent de payer très cher. En attendant, tout ce que je peux vous dire c'est ne sortez pas seul et sans outils de protection individuelle. Soyez vigilants, levez les yeux de votre téléphone, scannez votre environnement et repérez les menaces potentielles. Repérez les allées sombres pour les éviter et les voies de sortie pour les emprunter au cas où. Ne vous prenez pas pour un héros invincible. L'orgueil précédera votre chute sur le pavé ensanglanté du vivre ensemble. Vous ne serez pas en face d'un ennemi qui vous provoquera un duel équitable. Vous serez seul contre 10 en un rien de temps et vous mettrez vos proches en danger. Repérez le danger avant qu'il ne vous repère, et s'il vous repère, agissez vite, fort et battez en retraite. Priez pour vos ennemis, et par nos ennemis je ne pense pas aux agresseurs uniquement, mais à tout l'appareil judiciaire corrompu qui les laisse faire. La conversion des âmes est la meilleure chose qui puisse arriver, et saint Paul est l'exemple même du bourreau d'un système injuste et corporatiste, qui se convertit au Christ et qui devient un apôtre zélé et un des plus grands saints de l'histoire catholique. Dans le cœur de la tempête, n'oubliez jamais cela. Ayez toujours le regard tourné vers Dieu, car lui seul pourra changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.